Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue pour ce temps de rencontre et de discussion en compagnie d'Anne-Sophie Subilia. Bonjour à vous, chère Anne-Sophie. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Très heureux de vous retrouver. On doit vous annoncer, mais vous vous en rendez compte par vous-même, que Nastasia Martin, qui devait participer à cette discussion et dialoguer avec Anne-Sophie, n'a hélas pas pu venir au Festival Effraction. On regrette évidemment, parce que je pense qu'il y aurait eu une fort belle discussion entre vous deux sur vos deux livres. Mais bon, on se dit en même temps que ça sera l'occasion d'entrer un peu plus en profondeur dans votre travail, chère Anne-Sophie, et dans votre livre dont on va parler en détail, qui s'intitule Neiges intérieures, qui est le deuxième livre publié aux éditions Zoé, après Partir voir les bêtes. On en dira peut-être un petit mot, puisqu'il y a des échos entre ces deux livres, notamment dans la question de l'errance, de la marche, du rapport à la nature et du rapport au paysage. Mais on va bien sûr d'abord s'intéresser à ce livre-là, Neiges intérieures. Je vais en dire un tout petit mot de présentation et puis on va rentrer bien sûr dans la discussion très, très rapidement. Ce livre prend la forme d'un journal de bord, d'une narratrice, d'un personnage qui embarque à bord d'un bateau avec 3 autres personnes, 2 hommes et une femme. Ils montent donc dans un voilier pour longer le Groenland. On va revenir sur la géographie et explorer finalement le cercle polaire arctique. Alors dans un premier temps, et c'est ça qui est intéressant dans le livre, on ne comprend pas très bien pour quelles raisons ils sont là, et notamment parce que précisément toute cette aventure est contée par l'intermédiaire d'un regard, de ce journal intime, de notes portées au jour le jour. Un journal qui dit à la fois l'intériorité du personnage, on va y revenir, qui dit aussi la vie à bord, la promiscuité, la difficulté à vivre en petit comité et en huis clos. Le huis clos étant presque un dispositif littéraire à part entière d'ailleurs, même s'il y a quelques échappées. Et puis au fil de ce journal, c'est toute une réflexion sur le rapport à la nature sauvage, sur le rapport à sa propre part animale et sur la manière dont on peut peut-être trouver aujourd'hui encore des espaces de liberté dans un monde marqué par l'homme et dans un temps évidemment de crise écologique très, très grand. Voilà, et puis dernier élément peut-être que je peux donner, c'est qu'au fil de ce journal, le personnage va aussi petit à petit avoir des réminiscences comme ça de son passé, de son enfance, d'un passé douloureux marqué par une forme d'abandon. Donc c'est un livre qui, à partir de ce journal intime, va développer finalement à la fois du temps et de l'espace. Voilà ce qui me semble être important de dire dans cette introduction. Peut-être un tout petit mot justement pour commencer par le dispositif narratif. Je parle de ce journal de bord. Et je disais à l'instant que finalement on découvrait aussi au fur et à mesure les raisons pour lesquelles elle était sur ce bateau, le caractère de ses petits camarades. Et tout cela passe par le fait qu'on rentre directement dans ce journal, dans l'intériorité du personnage, dans le regard qu'elle porte. Peut-être vous pouvez nous parler de ça, de ce choix premier, de l'écriture du journal et de la volonté de décrire toute cette aventure par l'intermédiaire de l'intériorité d'un personnage, puisque c'est ça qui détermine tout le livre, me semble-t-il. J'ai longtemps cherché, je crois, le ton, la forme. J'ai un peu tourné autour de ça. Et ça faisait un moment que j'avais envie d'écrire un livre qui, à la première personne. Et une voix féminine, en fait. Auparavant, j'avais eu un personnage masculin à la 3e personne. Et là, le jeu s'imposait de plus en plus fort dans mon écriture et aussi dans les petits textes que j'écrivais par ailleurs, dans mes carnets, mes propres carnets en fait. Et là, la décision en fait, de créer un journal de bord de fiction, c'était aussi pour moi un défi, parce que je devais sans cesse me rappeler que j'avais fait ce choix, faire le choix d'un journal de bord, ça veut dire de fiction, ça voulait dire ne pas tout dire, ne pas avoir à tout dire, puisque finalement un journal intime, un journal personnel n'a pas besoin de tout révéler. La personne, la diariste, est au courant d'un certain nombre de choses, et du coup, dans ses choix de ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas, je devais en fait me rappeler que je n'étais pas dans
un roman auquel j'aurais été plus habituée, en fait. Donc moi-même, c'était ce défi. Mais ça s'est facilement imposé d'avoir une femme qui traverse ces paysages, parce que c'était ces questions aussi de rapport aux autres, de rapport aux hommes, que j'avais envie d'aborder dans ce livre. Voilà. Peut-être une chose aussi tout de suite à dire, c'est qu'il me semble que le livre marche beaucoup sur une sorte d'opposition ou de complémentarité entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'intériorité du journal, l'intériorité intime du personnage. Il y a la promiscuité, c'est-à-dire ce bateau, où là on est à l'intérieur, on est très contraint. Et puis il y a évidemment l'immensité des paysages, l'extérieur, l'infini finalement du paysage. Est-ce que finalement ce travail sur les échelles de grandeur ou d'intériorité-extériorité était aussi une dynamique qui vous a permis d'entrer dans ce livre-là et dans l'écriture ? La question des échelles, c'était vraiment intéressant. Ce que je vais vous dire aussi pour lancer cette rencontre, c'est que rien n'aurait, en fait, le livre n'aurait pas existé si je n'étais pas moi-même montée sur un voilier avec des compagnons artistes. Pendant un grand mois, je suis partie en été 2018 le long du Groenland, enfin le long de la côte ouest du Groenland. Et en fait, parmi mes compagnons artistes, il y avait notamment un artiste sonore, mais qui prend aussi des captations vidéo. Et on avait le projet de monter quelque chose collectivement, de créer une œuvre collective qui serait scénique ensuite. Et du coup, on a beaucoup échangé sur nos matières. Et aussi cette porosité entre nos différentes formes artistiques, nos différents rapports au paysage m'ont évidemment inspirée, parce que en voyant les images parfois assez abstraites qui ont pu être prises, certaines images aussi par drone, enfin c'était extraordinairement troublant de regarder cette nature-là à travers des prismes et des moyens, des outils aussi qui étaient différents de ceux de l'écriture. Donc ça, c'est aussi une donnée avec laquelle j'ai pu combiner et travailler l'écriture. Ensuite, je pense que ce jeu d'échelle, il m'habite dans la plupart de mes textes. J'ai besoin en fait de partir du détail en général et de vraiment d'arrêter mon regard sur des choses qui sont sur lesquelles j'ai l'impression d'avoir un minimum de possibilités d'appréhension, enfin parce que c'est palpable ou c'est à petite échelle, mais je me rends souvent vite compte que plus on entre, plus on pénètre dans ces détails, plus il nous renvoie une sorte, de façon un peu kaléidoscopique, une sorte d'univers. Et que du coup, c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps à l'œuvre. Plus on est attentif à une toute petite chose, même à son souffle ou à je regarde votre visage, ou à un élément infime du visage de l'autre, cette entrée-là dans le détail, en fait, c'est très labyrinthique et ça devient très vaste. Donc, je pense que c'est quelque chose qui habitera ou qui traversera la plupart de mes textes. Il y a une chose qui est très intéressante et dont il faut qu'on parle évidemment tout de suite, c'est que ce personnage féminin, il est dans un environnement étranger, dans un environnement qui est autre, et dans les deux dimensions. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans une forme d'inconnu avec ses camarades de périple, et vous allez peut-être nous en dire un mot, mais les relations sont très tendues, très âpres, très individualistes finalement, alors qu'on pourrait imaginer une plus grande forme de solidarité. Et il y a aussi l'étrangeté des paysages. On parlera peut-être des aurores boréales, des liens. Donc ce personnage, il est aussi à un moment peut-être d'introspection ou d'évolution possible, parce qu'il est dans une double étrangeté, me semble-t-il. C'est quelque chose de très fort par rapport à sa situation, me semble-t-il. Oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai que c'est l'occasion aussi pour la diariste de faire un peu le point sur elle et surtout, je dirais, sur ses besoins. Un peu ses besoins primaires, en fait. Parce que, étant un peu bloquée dans ce bateau,
dont elle n'est pas la maîtresse. Elle peut pas décider à loisir quand elle débarque. Enfin, tout ça, c'est un capitaine qui prend ce genre de décision-là. Et du coup, dans cette espèce de situation de manque de liberté, elle est évidemment en prise avec ses besoins de base, en fait, tout le temps, que ce soit au niveau du chaud et du froid, du besoin de sommeil, du besoin de nourriture, d'un certain type de nourriture, et puis des besoins fondamentaux d'affection. Et en fait, c'est là où vraiment il y a, pour elle, elle creuse beaucoup la thématique du lien, en fait, du lien, du relationnel. Et elle s'aperçoit au fil du voyage à quel point tout ça lui échappe, ou tout est... on parlait dans les coulisses du caractère variable des relations humaines. Et en fait, parce qu'on a donc 6 personnages dans ce bateau, et moi j'ai voulu travailler vraiment le caractère dynamique de ce petit groupe, et le phénomène finalement d'une impossibilité ou d'une méfiance finalement un peu qui s'installe progressivement, parce qu'on ne sait plus vraiment sur qui compter. Les liens qu'on croyait a priori un peu chaleureux peuvent virer de bord. Il y a quelque chose de très mouvant comme ça. Et c'est ça que j'ai voulu creuser comme thématique, en fait. Et donc, en prenant, pour le personnage principal, pour la diariste, en espérant pour elle qu'il y ait possibilité d'évolution. Mais pour le moment, elle est plutôt en fond de cale, en train d'essayer de tenir jusqu'au bout. Il y a quand même un petit espace de liberté lorsque le bateau accoste. C'est la course. C'est-à-dire que le personnage, lorsqu'elle peut toucher terre, elle court, elle fait, je ne sais pas si on doit dire du jogging, en tout cas, elle se met en action. Et ce qui est très beau, c'est que c'est à la fois un instant de liberté, de rapport très sensible au paysage, et c'est quelque chose qui passe aussi par le rythme de la course, par le rapport, et notamment, vous décrivez beaucoup la façon dont elle court sur ce sol qui est entièrement recouvert de mousse. Donc là, on est à la fois dans quelque chose qui est la liberté, et en même temps quelque chose qui a un rapport à la matière, à la nature au sens premier du terme. C'est son espace de liberté, ces temps de course dans la nature. Comment est-ce que vous l'avez envisagé à l'intérieur de cette contrainte qu'était le bateau ? À l'instant, j'avais vraiment l'image du chien ou du chat qu'on a laissé trop longtemps enfermé dans un espace et ça gonflait en lui. Et puis dès le moment où on ouvre la porte, pouf, il s'en va et il va lâcher toute cette énergie ou tout ce surplus d'énergie, de belle énergie ou d'énergie qui l'a presque étouffé. Et en fait, ma diariste, elle est comme ça. Plus c'est dur dans ce voilier, plus sa forme de course va être vitale et puis expressive. Et puis plus, en fait, elle va goûter au plaisir, par contraste, au plaisir d'être à nouveau en relation avec le vivant qu'elle affectionne, avec ce sol, avec cette immensité, avec des paysages qui la surplombent et qui la dominent, mais qui la fascinent. Donc, et il y a presque, par compensation, en fait, une relation qui peut être amoureuse au paysage, même si celui-ci reste hostile d'une certaine façon. Elle fait attention, mais probablement qu'elle compense aussi. Et puis que là aussi, il y a toute son essence naturelle, quoi, qui peut s'exprimer dans le dehors, avec les éléments. Il y a une chose qui est évidemment très forte dans le livre
lorsqu'on attaque la lecture, c'est que ces paysages-là, ils nous renvoient aussi immédiatement à une conscience de la crise écologique dans laquelle on vit. Et le livre, il est aussi beaucoup porté sur la manière dont ces paysages-là sont habités par l'homme, ont été habités par l'homme, ont été abîmés par l'homme. Vous me disiez, ce que j'ignorais, que finalement il y avait un voyage réel à la base de cette écriture fictionnelle. Est-ce que, pour le coup, ce rapport au symbole finalement que représentent ces paysages dans la crise que l'on connaît actuellement, est-ce que c'est quelque chose qui est premier dans la manière dont on envisage ces paysages? Est-ce que c'est une dimension finalement dont on ne peut pas faire l'économie d'une certaine manière? Mais en fait, c'est vrai que c'était plein de contradictions. Enfin, c'était très ambigu, je trouve. En tout cas, pour moi, d'aller là-bas, ça posait aussi plein de questions. Je me disais, mais de quel droit et là, c'était vraiment personnel. Hein, est-ce que c'est juste d'aller là-bas si je... Enfin, je participe évidemment à la détérioration aussi, parce que je fais partie, même si c'est par voilier, etc., je fais partie d'un tourisme qui va transformer ces lieux. Bon, ça, c'est des questions que je me pose constamment, que ce soit dans les Alpes ou ailleurs, ou dans plein d'autres terres plus élémentaires. Mais je pense que je me suis sentie, en tout cas en état de grande gratitude, de pouvoir voir encore ces paysages qui sont encore intouchés et qui nous parlent de la géologie, qui nous parlent de la façon dont la Terre s'est construite, s'est constituée dans un temps qui est tellement un temps long que moi, j'avais vraiment l'impression d'un cadeau, de pouvoir observer une montagne une montagne qui, si elle a été défigurée, elle l'a été simplement par le vent, par des phénomènes d'érosion, par des phénomènes de l'eau qui coule, par des phénomènes... et donc, c'est pas de la défiguration du tout, c'est des transformations, des mutations progressives. Et ça, c'était fascinant. Et je pense que, ouais, ça reste des symboles pour nous dans un monde qui ne cesse de bâtir, en fait, et qui ne cesse de vouloir avoir prise sur ces environnements. Et je vais lire un tout petit extrait du livre, et puis je vous demanderai peut-être de réagir, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de choses dans cet extrait-là. Donc le journal est découpé en fait en parties qui ont chacune un titre, et là le titre de cette partie est « Un lac ». Investigation d'un lac, possible site d'inspiration pour nous. Pas de signe d'intervention humaine, ni de reste de pilotis, ni de quelconque artisanat, pas de cartouches de chasse rongées par le temps, ni de fibres que le vent aurait soufflées, pas 1 centimètre de matière synthétique, aucune modification utilitaire ou symbolique, un paysage virginal de ce que le Vierge fabrique de plus vénérable. D'ailleurs, nous murmurons. Il est resté sauvage dans sa composition et ses cycles. On a trouvé du pavot velu et de la saxifrage, les fleurs parmi les plus septentrionales du monde, coussins mauves dans les pierres, des érelles, des myrtilles, des champignons proches des bolets. Je vais sans doute les jeter une fois au bateau, même si d'après les récits, il n'y aurait pas de champignons vénéneux ici. 3 canards inconnus ont jacassé ou gloussé, c'était entre les deux, et se sont détournés de nous. Je me suis demandé si nous étions leurs premiers humains. On a cueilli les petits fruits. Est-ce à planter ces ramilles de saule, ces boutures clandestines? Je me suis mise à 4 pattes pour m'abreuver. Il y a là beaucoup de choses, à la fois, bien sûr, ce rapport au paysage vierge, à l'action de l'homme. Il y a le lien à la matière, au lexique, au végétal, à tout ce qui est finalement la découverte du monde sensible. Et puis, il y a quand même cette idée de la part animale de l'homme qui se met à 4 pattes pour s'abreuver, quelque chose d'un retour, je ne sais pas si on doit dire de la part animale, mais en tout cas quelque chose de cet ordre. Peut-être vous pouvez nous parler un peu, c'est un extrait parmi tant d'autres, mais qui, me semble-t-il, regroupe beaucoup des motifs du livre. Oui, c'est vrai, et j'ai eu à cœur en fait d'avoir une diariste qui avait ces espèces de mouvements comme ça, irrépressibles, d'animalité et de
comme je disais tout à l'heure, d'un rapport amoureux au paysage. Et elle a de temps en temps ces espèces d'accès comme ça, ce désir. À un moment donné, elle voudrait jeter ses chaussures, en fait. Elle voudrait avoir un rapport beaucoup plus immédiat aux éléments, au sol, à la terre. Et constamment, il pourrait lui prendre de vouloir se coucher ou de boire cette eau-là. Et je crois que c'est peut-être... pour moi, il y a un lien évident aussi à l'enfance et à quelque chose qu'on a peut-être tranquillement, année après année, aboli en nous, ou en tout cas un peu écrasé du pied. Mais un enfant, il va faire ça. Il va avoir envie de mettre un glaçon dans sa bouche pour connaître le goût des choses. Il va avoir envie de prendre ces pierres, de les toucher, de les mettre sur son corps. Et j'ai l'impression qu'en fait, un adulte aurait souvent envie de faire ça aussi, mais que pour toutes sortes de raisons, de codes, de vie sociale, on ne s'autorise peut-être plus, en tout cas plus de la même manière. Et là, il y avait une sorte de clé d'entrée, ou en tout cas une permission dans des paysages qui sont justement moins industrialisés, moins bâtis, qui ne sont pas du tout urbains. Donc c'était un peu cet appel du sauvage par petites touches comme ça. Oui, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a effectivement toute cette dimension de souvenirs, de réminiscence qui petit à petit opère, et c'est effectivement peut-être aussi lié au retour de l'enfance d'une certaine manière. Lorsqu'elle est dans ces paysages-là, petit à petit, la diariste pose des jalons comme ça de son enfance, d'une enfance abandonnée. Elle parle d'un foyer, elle parle de Vania, quelqu'un qu'elle a rencontré dans ce foyer et qui est une sorte aussi de fil rouge du livre. On n'ira peut-être pas jusqu'au bout pour laisser le plaisir au lecteur de lire tout ça, mais comment est-ce que vous avez envisagé cela ? À la fois le retour des souvenirs, la réminiscence de l'enfance pour le personnage, et en même temps quelque chose qui est, voilà, quelques jalons posés, quelques traces, mais rien de résolu, rien d'expliqué, rien de posé de manière massive. C'est une volonté aussi d'avoir quelques flashs comme ça. Oui, en fait, dans ce livre en particulier, j'étais intéressée à travailler la question du fragment et donc des bribes aussi. Et puis, je pense que le journal de bord permet ça, parce que justement, on part pas de l'idée qu'il s'agit de tout expliciter et d'avoir un fil narratif. Dans un journal, on lâche des morceaux, et puis éventuellement, si on retombe dessus, il y a peut-être un chemin qui se dessine. Mais sur le moment, sur le temps brut de l'écriture, ce chemin nous échappe. Et du coup, c'était ce genre, de faire le choix de ce genre littéraire, c'était pour moi très intéressant, parce que je pouvais faire des allées-venues comme ça dans les temporalités, dans des projections, dans ses désirs, et puis ça pouvait être un fourre-tout aussi d'une certaine façon, dans la mesure où le journal pouvait intégrer des petits mémos ou des petites... un moment un peu vraiment de confession, où ou évidemment du poème, un travail sur la langue. Mais je dirais que par rapport à ce que vous disiez au tout début là, de Vania, ou du foyer, de l'abandon, et de ces minuscules passages comme ça sur son passé, j'avais aussi évidemment à cœur de lui donner un tout petit peu d'histoire à cette femme, et de cette façon-là aussi de montrer les carences dont elle est faite, et qui peuvent illustrer en fait la problématique à bord, en fait, ces carences de base.
font qu'elle a une sensibilité, une hypersensibilité à tout ce qui est affectif, justement. Et qu'elle n'est pas blindée du tout, en fait. Oui, et d'ailleurs, le rapport à celui qui est le capitaine du bateau est très éclairant de ce point de vue-là, parce qu'à un moment donné, dans le journal, elle écrit qu'il y a une sorte de retour en enfance, ou en tout cas une sorte d'infantilisation vis-à-vis de ce personnage qui, lui, maîtrise les lieux, ou en tout cas davantage, maîtrise les codes, maîtrise la peur, éventuellement, et l'hostilité de la nature. Donc il y a aussi une forme d'infantilisation finalement des personnages vis-à-vis de cette figure, je ne sais pas si on doit dire paternelle, ou en tout cas presque hiérarchique d'une certaine manière. Ça, c'est une autre donnée de l'enfance finalement, c'est très à l'œuvre dans le journal. Oui, et d'ailleurs, il y a un passage qui s'appelle Infants dans le texte, et c'est vrai que c'était cette chose vraiment... qui m'intéressait de travailler, des rapports de domination, évidemment. Et on ne le questionne pas forcément avec les enfants. On part du principe que c'est nécessaire et que c'est un peu évident, comme ça, parce que c'est protecteur, parce que l'adulte c'est mieux que l'enfant, etc. Mais quand ça se passe entre des adultes, il y a quelque chose d'intolérable. Et d'ailleurs, quand ça se passe avec les enfants, il peut y avoir aussi quelque chose d'intolérable pour l'enfant, je pense, à certains moments. En tout cas, ça le fait sortir potentiellement de ses gonds. Mais ici, c'est vrai qu'à bord, ma narratrice, elle n'a pas l'habitude de se retrouver dans une posture comme ça d'apprenti qui ne peut même pas faire un geste parce qu'elle ne connaît pas cet habitat, et du coup le moindre geste, elle doit demander quelque part comment on fait. C'est vraiment une apprentie navigatrice. Elle est pas familière de cet univers-là, et du coup ça augmente encore plus son côté guerrier et sa nécessité par compensation aussi, je pense, de prendre une autre forme de prendre le pouvoir, mais à sa façon et différemment, sur une figure d'autorité comme le capitaine. Il y a quand même des moments de commun, ou en tout cas de conciliation, ou je ne sais pas si on doit dire des courts moments d'épiphanie entre certains des personnages, et notamment aussi à travers la présence du livre de Melville, ou de la lecture, de la littérature, de la manière dont finalement la fiction d'un livre comme Moby Dick peut aussi apporter à la fois une sorte d'image, de complément, d'excroissance presque au réel, et en même temps comment est-ce qu'il alimente aussi ces dynamiques de domination, ces dynamiques de rapports conflictuels. Peut-être nous parler un petit peu de ça aussi, de cette dimension-là, c'est-à-dire les faibles moments de refuge, mais qui sont toujours très ambivalents en fait, qui sont toujours très complexes. Oui, et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure de la dynamique de groupe. On croit à un moment donné que les choses sont apaisées, qu'on peut partager un moment plus agréable qu'un autre. Et en même temps, on se rend compte que ça va probablement pas durer. Et que ça ne va pas s'installer comme ça dans une longue temporalité sur laquelle on peut se fier pour toujours, en fait. Donc c'est toujours un peu du temps grappillé, comme ça, des instants grappillés, mais qui contiennent déjà la part douloureuse, en fait, de leur finitude. Et du coup, le refuge, c'est aussi la lecture, c'est aussi d'avoir pu emmener un ou deux livres, d'avoir pu emmener en fait, s'environner d'un petit compagnonnage comme ça, ou s'environner aussi des 2-3 véritables amis qu'on sait avoir sur Terre, ailleurs, enfin en Europe en l'occurrence. Voilà, ces amitiés littéraires ou ces connivences littéraires sont évidemment des lieux de chaleur pour la diariste. Mais elle s'aperçoit que chacun de ses compagnons a ces espaces-là aussi de refuge. Et que chacun, en fait, à bord, a construit son petit espace comme ça, cocon,
Et du coup, elle est aussi curieuse, très curieuse de savoir comment font les autres. Il y a une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est que pendant ces escapades personnelles où elle court, elle découvre aussi des cabanes. Je pense à ça puisqu'on parlait de refuge. Il y a d'ailleurs un dessin à la fin du livre dont vous pourrez peut-être nous dire un mot. Et à l'intérieur de ces cabanes, on est encore sur une idée de la bribe, du fragment, de la trace. C'est-à-dire qu'elle va trouver des objets avec presque l'envie de collecter, en fait, de consigner un certain nombre d'éléments qu'elle peut retrouver comme des traces du passage humain, comme des traces de l'humanité d'une certaine manière. Peut-être vous pouvez nous parler aussi de cela, de ces mini-refuges et de la volonté de, finalement, oui, je dis collecter, consigner les traces de l'humain, enfin quelque chose de cet ordre-là. Oui, c'est vrai que donc durant certaines escales, et ça c'est quelque chose qu'on voit quand on va au Groenland, sur la côte qui est très escarpée, il y a un certain nombre, enfin par-ci par-là, des cabanes de chasse et de pêche. Donc des lieux dans lesquels on peut entrer, un peu comme des refuges de montagne, qui sont pas fermés à clé. On ne sait pas exactement à qui ils appartiennent, ni qui les a construits, mais en même temps, ils sont assez investis parce qu'on y trouve quelques objets, on y trouve même des choses qui ont l'air d'être des petits objets, des petits effets personnels. Et ça, je voulais, dans ce livre, rendre compte à quel point pour la diariste, c'est marquant, ces moments-là, d'entrer dans une intimité, dans quelque chose qui est, oui, pour tout le monde, puisque ce sont des abris comme ça ouverts, mais qui en même temps ont été, justement du fait que ce sont des abris, ils ont été investis. Les êtres humains qui y ont été ont laissé aussi des parts d'eux-mêmes là-dedans. Et en fait, ça va vraiment dans le sens de cette chaleur qu'elle recherche constamment finalement pour trouver son espace aussi dans une forme de froideur relationnelle. Et du coup, je sais pas, une petite inscription ou un morceau de papier, un mégot de clope vont prendre un sens qui est immense, et puis vont la rallier ou la relier à la notion de logis, de foyer, donc de chaleur. Et oui, le peu, en fait, aussi la parcimonie, le phénomène d'être environné de si peu de choses fait que, là encore, par rapport à la notion de détail, notre attention peut être tellement vive sur un petit objet et l'investir immensément, en fait. Oui, puis il y a une chose, on en parlait juste avant, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans le livre, c'est la manière dont vous décrivez les sensations et l'exacerbation des sensations. C'est-à-dire que c'est le regard porté sur les paysages, c'est le toucher, notamment dans la pêche, dans le fait de toucher les poissons, de cuisiner, c'est les odeurs évidemment, comme si finalement c'était une sorte de réapprentissage des sens aussi que vit ce personnage-là. Et comme si ce réapprentissage des sens réamenait une sorte de lien à la nature, de lien au paysage, à l'environnement, qu'elle aurait peut-être quelque part perdu. Est-ce que ça, c'était aussi une des données du livre, de redonner de la matière, de l'épaisseur finalement au monde sensible, à la sensation du monde? Oui, c'était vraiment une volonté de ma part Et là, je n'oppose pas la vie urbaine nécessairement à la vie dans la nature, parce que je pense qu'en fait, cette sensorialité, en tout cas, j'espère qu'elle peut aussi être à l'œuvre dans un monde ou dans une grande ville ou dans un paysage urbain. C'est peut-être plus compliqué à mettre en place, mais je crois qu'on peut aussi avoir le goût de toucher des choses dans une ville, de toucher des murs, ou de se pencher ou d'être très attentif à
au sens olfactif aussi dans une ville, etc. Mais là, au niveau de la nature, il y a encore plus, je pense, ce bonheur, ce simple bonheur de quelque chose qui rappelle une pureté originelle. Il y a peut-être une part utopique aussi, une part pas utopique, mais de ce sens qui est là en elle et qui participe de sa quête existentielle, en fait. Oui, sachant qu'il y a en plus, parce qu'il y a quelques moments où il y a des retours à la civilisation, si on peut dire, en tout cas des moments où ils accostent sur des villages ou des choses comme ça, et où d'ailleurs elle écrit que il faut retenir la frénésie d'acheter, de retrouver finalement, de consommer d'une certaine manière, comme si finalement le retour à ce qui serait une forme de civilisation était d'emblée un retour à des pulsions qui sont d'ailleurs peut-être des pulsions qui participent à la destruction de ce qu'elle admire et de ce qui la fascine. C'est aussi toujours l'ambiguïté finalement du personnage dans son rapport à tout cela. Oui. C'est vrai que, en fait, je pense que pour moi, c'est aussi intéressant de montrer à quel point on peut être détraqué, à quel point on peut détraquer un environnement parce qu'on n'a plus cet accès immédiat ou parce qu'on ne le chérit plus, parce qu'il n'y a plus vraiment de raison de le chérir. Alors que lorsqu'on est juste dans certains paysages, j'ai l'impression qu'on regagne une forme de sagesse ou d'équilibre en tout cas. Et cet équilibre-là nous fait avoir certains gestes et pas d'autres. Voilà. Et je pense que j'ai pu aussi un peu aborder ce thème dans Neiges intérieures. Encore une ou deux petites choses, puis je vais donner la parole au lecteur. On n'a pas parlé d'une chose qui est hyper importante aussi dans la manière dont elle écrit sa désorientation. Je disais tout à l'heure qu'elle était dans un lieu de l'étrangeté ou de l'altérité ou de la désorientation, et c'est aussi le cas au niveau temporel, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ils essayent de faire un compte depuis combien de jours ils sont là, d'abord pour savoir combien de jours il reste, parce qu'ils ont quand même très envie que ça se termine, mais voilà, il y a cette idée aussi que finalement le rapport au temps, la manière dont on articule nos journées, dont on remplit nos vies d'une certaine manière, de manière frénétique, là trouve une sorte de vide et de rapport au temps qui est totalement biaisé, qui est totalement différent, alors qui est sans doute accentué en plus par l'immensité des paysages, mais voilà, c'est une autre forme de désorientation, ce rapport au temps, on n'a plus les repères. C'est vraiment un manque de repères en réalité, l'histoire de ce voyage. Vous diriez cela comme ça? Est-ce que le temps est aussi un autre facteur finalement de ce qui va provoquer des remous en elle? Oui, je pense que là, elle est plongée dans quelque chose d'assez angoissant, en fait. Le journal de bord lui permet aussi de fixer certaines choses et de savoir à peu près où elle se situe, puisque beaucoup d'autres paramètres lui échappent. À commencer par ce paramètre d'une sorte de décision, parce qu'elle a l'impression que justement on décide beaucoup pour elle en partie, enfin en tout cas en termes de géographie. Alors si en plus de ça il y a cette question du temps qui échappe, l'espace-temps devient une sorte de no man's land très étrange, mais là où je dis que c'est ambigu, c'est qu'il y a aussi potentiellement le plaisir de la contemplation. Et la contemplation plonge en fait dans cette autre temporalité, quasi méditatif en fait. Et ça, elle peut côtoyer aussi certains de ces moments-là d'un temps qui est presque... d'une véritable présence qui du coup... fait exploser la notion de temps, vraiment. Oui, puis il y a une question presque... Puis après, je donnerai vraiment la parole au public, je vais m'arrêter là, mais c'est aussi une question presque de vertige métaphysique, d'une certaine manière. Il est question, à un moment donné, de la présence de Dieu, de la foi que l'on peut avoir, et surtout de la foi qu'on cache si jamais on l'a. C'est finalement un livre qui est aussi un livre sur le vertige métaphysique qui se manifeste à cet endroit de solitude, de perdition des repères, etc.
la question de Dieu, elle finit par se poser aussi à cet endroit-là. Ah oui, oui, bien sûr, ouais. Et dans ce peu aussi, et dans cette forme de... la solitude renvoie à... ou permet de contacter un vide ou des questions qu'on porte en nous en tant que conscience humaine. Et du coup, avoir cet espace, avoir ce temps pour se confronter à ça, ça nous les met en pleine face. Il n'y a pas de divertissement possible. Bien, mais je vais me tourner vers vous. Peut-être on pourra faire dans un moment un petit temps de lecture. Vous me disiez que vous aimiez beaucoup lire, donc si vous avez envie de lire un passage de votre texte, mais d'abord peut-être si vous avez des questions, remarques, témoignages de lecture, n'hésitez pas. Bon, oui, ça marche. Tout d'abord, je voulais vous dire que je n'étais pas du tout venue pour vous, mais pour Nastasia Martin. Et je ne vous connaissais absolument pas. Je suis restée, j'en suis ravie, parce que je suis enchantée de vous avoir entendu, et ainsi que Monsieur Nicole. Et ça me donne énormément envie de lire votre livre. Et donc, je pense que je vais le lire. Et il m'a fait penser d'ailleurs... un tout petit peu, parce que c'est pas du tout le même style apparemment, au bouquin de Jorn Rill, qui a écrit les fameux racontards qui maintenant je crois commencent à être connus, des Danois au début du XXe siècle ou fin XIXe, je crois, sont allés sur l'ordre du gouvernement investiguer le Groenland, mais si j'ai bonne mémoire, c'est la partie est du Groenland. Et vous, c'est l'ouest, non? J'ai l'impression. Oui, c'était la partie ouest, qui est plus bâtie, d'après ce que j'ai cru comprendre, que l'est qui est encore plus sauvage. Ouais. Mais les fameuses cabanes dont vous parlez me font penser aux cabanes de ces pionniers qui venaient par deux pour, je crois, investiguer sur la météorologie au bénéfice du Danemark et connaître la météorologie du Danemark, et des gens extrêmement isolés qui vivaient de façon ultra rudimentaire dans ces fameuses cabanes. Et moi, j'ai eu l'impression que vous découvriez ces cabanes de personnes d'autrefois, mais c'est peut-être un petit peu le même genre, sans doute, hein. En tout cas, merci beaucoup, et je me réjouis d'avoir ce beau livre à lire. Voilà. Merci. Peut-être pour compléter la question de Madame, est-ce que justement cette littérature-là, ce que vous évoquiez finalement votre propre voyage, est-ce que autour de cela vous êtes resté sur une impression qui était la vôtre, quitte à peut-être prendre des notes pendant votre voyage à vous, que vous avez transformé ici, ou est-ce qu'il y a derrière une documentation de la lecture de cette littérature-là? Comment vous avez envisagé le rapport à ce lieu qui est à la fois chargé évidemment d'histoire, mais aussi qui a été le théâtre de livres, de littérature, de fiction? Comment vous avez travaillé autour de ça? Pour prolonger, pardon, je me permets de... Alors, j'ai fait le choix un petit peu radical de ne pas me documenter à l'avance. C'était une décision de départ, et de le faire par après. Donc, s'il y a écriture, de vraiment me plonger ensuite dans une littérature à la fois, si possible, justement de chercheurs aussi qui se sont énormément impliqués dans le Groenland, dans l'histoire du Groenland, la compréhension des peuples autochtones, mais aussi des récits de navigation ou bien des classiques comme Moby Dick ou autres qui ont ensuite été ont permis, m'ont inspiré aussi des fragments d'écriture. Mais donc, dans la démarche première, j'étais vraiment dans un état aussi d'innocence totale, ce que j'aime bien, en fait. Parce que du coup, on est forcé à essayer de donner du sens à des signes. Et on n'est jamais sûr de ce qu'on a compris.
Et j'aime bien, en fait. C'est comme arriver dans une ville dont on n'a pas la carte, et puis peu à peu, elle se construit, mais vraiment au gré de l'expérience. Et voilà. Merci, madame. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Voilà, bonjour. Moi, je m'interrogeais sur la question du jeu, où tu disais... Voilà, après être restée sur le bateau, sur le voilier, quand la diariste descend sur Terre, elle se met à avoir un rapport ludique ou un rapport physique qui sort du mental avec les éléments, on suce le glaçon. Et je me demandais si... Parce que je comparais avec la pratique de la montagne, où dans la montagne, on est dans un effort physique. Et suivant comment, pour aller dans ces zones extrêmes, on est dans des... Voilà, dans des efforts physiques où on ne va pas aller dans le jeu. Quand on arrive au sommet, on ne va pas se mettre à sucer le glaçon, comme tu disais. Et du coup, je me demandais si ce moment d'extrême solitude sur le voilier et ensuite le passage tout à coup dans cette zone permettait ce jeu ou permettait de retrouver ce contact intérieur. Voilà, je ne sais pas, c'était une réflexion. Oui. Oui, je pense que là, je vais me répéter, mais il y a quelque chose vraiment comme ces animaux dont je parlais, qui sont un petit peu trop, qu'on laisse à l'intérieur, et puis qui en fait n'ont qu'une envie, c'est sortir et se retrouver contact comme ça, et avoir leur quart d'heure de folie dans le jardin ou dans un pré. Ceci dit, je pense que c'est double chez la diariste. Elle a à la fois des accès comme ça, un peu de rapport plaisant au monde, mais elle a aussi, en fait, la course va aussi avoir vraiment un rôle en fait d'expulsion. D'ailleurs, il y a un intertitre qui s'appelle Expulser, où c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour changer d'état, pour changer d'humeur, pour justement se débarrasser d'un état mental qui lui fait même se demander si tout va bien pour elle dans sa santé. Au niveau des connexions nerveuses, et donc là, elle court parce qu'elle sait aussi très bien ce que l'effort physique extrême génère comme transformation intérieure. Et donc d'atteindre aussi des états qui sont ces états physiques de bien-être qu'on peut avoir quand on fait un effort de longue durée ou un effort très soutenu. Donc il y a un peu plusieurs, disons, oui, il y a une pluralité, je pense, d'états qu'elle va pouvoir côtoyer quand elle est à terre. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être encore une question avant de finir, peut-être, si vous le voulez bien, par un temps de lecture? Plus de questions. Vous pourrez de toute façon retrouver Anne-Sophie juste là, à la librairie, juste après, pour un petit temps de dédicace et donc de discussion peut-être plus informelle, si vous le souhaitez. Peut-être on peut terminer en écoutant votre texte et votre voix. Alors, du coup, je vous donne à entendre juste l'incipit, enfin les deux, le premier fragment. Le bruit d'un torrent près des tempes, le bruit du vent dans le cou. Je suis seule pour un moment. J'écris vite et mal. Dans ma tête, il y a un bourdonnement de cordes tendues. Je ne comprends pas ce que c'est, si c'est positif ou négatif. Peut-être un reste d'excitation. Pour le moment, rien ne me rassure ici. Le paysage m'est hostile. Je le repousse depuis notre arrivée. Je vais courir chaque fois que c'est possible. Mes camarades ont bien compris que c'était nécessaire. J'ai besoin de me défouler et quand je reviens, je suis plus calme. Ce n'était pas prévu. Maintenant, c'est devenu une habitude. Quand je cours, je reprends une sorte de pouvoir. C'est sans doute une chose de civilisation. C'était la 2e ou 3e fois qu'on nous déposait à terre.
On s'était éparpillés pour faire nos besoins. À voir les visages quand on s'est retrouvés, on pouvait tout de suite lire qui avait pu se soulager et qui non. J'étais du premier groupe. Mon sourire devait paraître agaçant pour les camarades qui avaient encore mal au ventre. Je me suis mise à courir dès le début, en partie à cause du type de sol. Cette mousse, je n'en ai pas l'habitude. Elle donne envie de se propulser. Les pistes, il n'y en avait aucune. Bien sûr, pas de sentier. C'est d'ailleurs perturbant. J'ai fait le tour d'un lac avant de monter vers un amas de roches. J'étais prudente. Un accident serait problématique. Arrivé sur la crête, le paysage s'est ouvert, dominant plusieurs vallées. J'ai pris conscience de l'immensité et d'un certain miracle. Au loin, au fond d'un fjord, un glacier gris tombait dans la mer. J'ai dit « Merde, que c'est beau », juste dans ma tête. Je ne savais pas quoi penser d'autre. Il faut que je m'arrête. Écrire prend du temps et on en manque. Merci beaucoup Anne-Sophie. Oui, vous avez raison de l'applaudir en effet. Peut-être vraiment dernière chose, parce qu'à la librairie, on va pouvoir retrouver aussi votre livre précédent, Partir voir les bêtes. Vous en avez dit un tout petit mot, mais peut-être qu'on peut l'évoquer en quelques mots. Il y a plusieurs choses qui font écho à Neiges intérieures. Il y a le retour à l'enfance, ou en tout cas le retour au passé. Il y a le lien à la nature, à la marche. Il y a l'ancrage social ou la solitude, le relationnel. Voilà, vous diriez qu'il y a quelque chose comme ça, des motifs qui commencent à se dessiner dans votre œuvre, que vous fouillez, où vous prenez de biais, de manière oblique, mais en tout cas, je ne sais pas si on doit dire des obsessions, mais en tout cas, des motifs que l'on peut retrouver d'un livre à l'autre. Vous avez l'impression de pouvoir porter déjà ce regard-là sur les livres que vous avez publiés? Peut-être c'est un peu tôt et aussi parce que je veux quand même me garder toute la latitude pour explorer d'autres choses, ce que je fais dans d'autres textes aussi ou dans d'autres livres. Mais c'est vrai que le précédent, Parti voir les bêtes, avait un peu les mêmes types d'obsessions, porté par contre par un personnage masculin, un quarantenaire, donc un rapport que j'ai imaginé aussi différemment avec ce genre-là, enfin le genre masculin. Mais je pense qu'il y a dans les deux livres, il y a cette chose charnelle, cette chose d'une appartenance à la terre, d'une appartenance au vivant, et puis c'est des hypersensibles, et donc ça leur... Ça ne peut que les toucher, en fait. Je vous remercie infiniment. Vous pouvez retrouver donc ces livres-là, Partir voir les bêtes, Neiges intérieures, juste là, à la librairie. Avec vous, Anne-Sophie, merci beaucoup. Et puis, je vous invite à continuer le programme des rencontres de cette belle journée. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc, je vous invite à 14h à la prochaine rencontre qui sera Écrire après MeToo avec Amandine D, Gabriel Tulou et Martin Page. Et à 13h va débuter une lecture électrique. Voilà, tout de suite. Merci à vous. Pour les lectures électriques, c'est des séances qui ont lieu toutes les 40 minutes. Donc voilà, il y a une séance qui démarre tout de suite si vous souhaitez y aller.